Maxime. Merci de me permettre de pouvoir partager ici avec tout le monde parce que c'est un peu ça, en fait, c'est un partage. Comme tu l'as bien mentionné, je ne suis pas enseignante de formation. À l'origine, j'ai été conseillère, j'ai été directrice en ressources humaines. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de liens qui se font avec la gestion des compétences. Et donc, j'ai fait le saut vers l'enseignement pour maintenant partager à la relève, toujours en gestion des ressources humaines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la Cité, c'est un collège appliqué. Donc, on est du côté d'Ottawa, de l'Ontario, donc on se positionne après le high school, mais c'est un collège francophone. Et on travaille avec l'approche par compétences, donc nos étudiants sont vraiment amenés à participer, s'impliquer, agir dans les cours versus écouter des cours plus magistraux. Alors, c'est sûr que mes pistes, mon expérience en lien avec l'enseignement à distance vient beaucoup de cette expérience-là parce que depuis la COVID, donc mars 2020, on peut bientôt célébrer les 2 ans, tous nos cours sont encore à distance. Donc, on n'a pas fait de retour en salle de classe encore au niveau des cours en administration. Ça fait vraiment 2 ans qu'on enseigne à distance à nos étudiants. Ce qui fait bien que l'expérience, j'ai été accumuler un petit peu d'expérience à travers tout ça. Et si la conférence s'appelle «Survivre» à l'enseignement à distance, c'est parce que c'est pas toujours facile et parfois, on entend les gens autour de nous, il y a plein de discours positifs comme quoi c'est le fun, puis qu'il y a des belles avancées, puis que «Ah wow, c'est génial, on peut faire d'autres choses». Heu, mais tu sais, des fois, c'est pas comme ça qu'on se sent nous comme enseignants, comme professeurs et on n'ose pas toujours dire: «Ben moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça l'enseignement à distance, j'ai hâte de revenir en salle de classe» ou «Ben moi, je trouve ça plus difficile enseigner à distance». Donc mon sujet aujourd'hui, je veux qu'on se déculpabilise un petit peu si on a ces pensées-là, si on se dit: «Ben moi, je trouve ça difficile, il me semble que je me sentais mieux en salle de classe». Donc, je vais être super, super transparente avec vous en introduction. Je fais partie des statistiques, hein, en ce sens que quand on a transféré vers l'enseignement à distance, on a vu beaucoup, beaucoup d'articles de revues qui disaient qu'il y avait davantage d'épuisement au niveau des professeurs, puis que le transfert vers l'enseignement à distance avait vraiment pesé beaucoup. Je fais partie ce sera pas long, il y a beaucoup de lettres dans ma bouche et pas beaucoup de mots en même temps. Donc, je fais partie de ces statistiques-là. J'ai été en arrêt de travail. J'ai fait un épuisement professionnel après le départ les débuts de la COVID, les premiers mois, parce que je voulais tellement tout faire, tout donner, tout adapter, faire en sorte que ce soit parfait, qu'à un certain moment, ça l'a juste cassé. Ça fonctionnait plus. Juste penser, travailler, j'en avais de la difficulté à respirer. Et donc là, à mon retour, je savais que la situation était la même, c'est le même contexte, c'est de l'enseignement à distance. Donc, si je ne voulais pas retomber, il a fallu que je me trouve des trucs, des façons de faire, des stratégies pour apprécier davantage cette expérience-là d'enseignement à distance. Et c'est là où j'ai commencé à faire un peu plus de recherche et d'expérimentation terrain. C'est ce que je vais tenter de vous partager aujourd'hui. Sans prétention, vraiment, donc une liste d'éléments de réflexion qui peuvent faire une différence quand on enseigne à distance. Mon souhait, c'est qu'à la fin de ma conférence, si ne serait-ce que vous avez retenu une ou deux idées qui vous parlent plus à vous et que vous dites: «Ah, ça pourrait être intéressant, je vais l'essayer». Pour moi, j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif de vous outiller pour vous faire penser à des choses. Il y a des éléments auxquels vous allez avoir pensé, mais collectivement, je me dis qu'à travers tout ça, c'est des choses qui peuvent être utiles les unes à travers les autres. Donc, c'est un partage de cette expérience-là, les stratégies que j'ai découvertes et dans mes recherches. Bref, j'ai fait le travail de réflexion, de recherche et de collecte pour vous. Alors là, je vais juste prendre un petit instant pour partager mon écran. Et je n'utilise pas Zoom dans ma vie quotidienne. On est davantage du côté de Teams, donc je vais juste prendre un instant pour m'assurer que je ne rate rien, que je fais les choses comme il faut. Excellent. Donc, à ce stade-ci, vous devriez voir Oui, mon écran. J'ai entendu un oui. ouais, c'est Génial. bon. Oui. Merci beaucoup. Excellent.
Donc, parfait, j'ai réussi à tout setter. Je vois le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les glisser. Je vais voir si je suis capable de les attraper au vol. Sinon, on pourra les regarder vers la fin davantage. Donc, on y va. En fait, j'ai rassemblé donc sous 7 stratégies différentes des pistes qui peuvent nous aider euh, à apprécier davantage notre expérience pendant qu'on enseigne à distance. Donc, dans un premier temps, et là, vous verrez, j'ai fait une mise en page assez simple au niveau de ma présentation. Ça fait partie de mes arguments. Justement, parfois, on passe tellement de temps à vouloir tout mettre en page et tout rendre super. Donc, j'ai essayé d'appliquer mes propres conseils ici et d'y aller dans la modération. Donc, première stratégie, je dirais, est davantage en lien avec l'approche, hein, le minding dans lequel on se met. Parce que si on se lève le matin en se disant ça va être difficile, ça va être plate, c'est sûr que ça ne l'aidera pas. Je vois la question, la présentation va être disponible, elle devrait l'être dans les ressources du chat par la suite, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, première question, un premier élément qu'on veut aller se questionner. Donc, quelles sont les perceptions, les croyances qu'on entretient par rapport à l'enseignement à distance? Hein? Déjà, de oser les nommer, à oser le dire qu'on se sent moins à l'aise, qu'on n'aime pas ça, ben, c'est correct. C'est correct de l'assumer, voir c'est quoi nos croyances et voir qu'est-ce qui nous stresse particulièrement. Dans le fond, en réussissant à nommer quel est l'élément qui nous stresse, bien, ça peut nous aider parce qu'on va être capable d'identifier donc la cause, puis peut-être aller ajuster, adapter, faire des changements. Donc, dans un premier temps, je pense que tenter de voir différemment, de voir qu'est-ce qu'on peut faire de positif, ça peut nous aider si on est dans cette roue-là de sentir qu'on a donc hâte de retourner en salle de classe. Est-ce que ça va revenir comme avant? Hein? Est-ce que le comme avant existe? Peut-être pas. Hein? Peut-être qu'on ne reviendra jamais comme avant. Donc, on veut voir comment on peut évoluer, progresser là-dedans. À la fin de la présentation, je vous ai mis un lien vers un texte qui, dans ce texte-là, a plusieurs articles intéressants. Si vous avez envie de pousser un petit peu plus loin la réflexion, l'introspection par rapport à notre perception comme enseignant, comme professeur au niveau de l'enseignement à distance, je vous encourage à aller les consulter. Ça peut être très intéressant. Je vais pas élaborer nécessairement davantage, mais je pense qu'il y a vraiment des belles pistes de réflexion pour ceux qui se sentent entre deux, hein, par rapport à leurs sentiments, par rapport à l'enseignement à distance. Et j'amène aussi le deuxième point par rapport aux limites qu'on s'est mis. Hein, puis ça, je pense que ce n'est pas juste les enseignants, les professeurs. Le fait de travailler à distance, souvent on travaille de la maison, il n'y a plus de limites entre notre vie personnelle et le travail. Alors, on se retrouve à travailler le jour, le soir, la fin de semaine et encore. Donc, oser se mettre des limites, c'est certain que ça va aider. Là, je sais que je n'ai rien appris à personne encore ici. Des fois, de le réentendre, ça peut nous faire quand même un petit peu de bien à l'occasion. Mais n'empêche qu'on commence par se remettre en question, réfléchir, faire notre propre introspection. La deuxième stratégie que je vous propose, c'est d'aller à l'essentiel. L'essentiel des contenus et l'essentiel des outils. Donc, l'essentiel des contenus, hein, parce qu'on a parfois tendance à vouloir en mettre plus. Enseigner à distance, en général, on ne sera pas capable de couvrir autant de contenu. Je ne sais pas, il y a une déformation du temps. Hein. Le temps ne fonctionne plus de la même façon quand on enseigne à distance qu'en classe. Et donc, souvent, on se retrouve à synthétiser les contenus ou à essayer d'en mettre trop en pas assez de temps, puis ça ne fonctionne pas. Donc, j'aime bien toujours me rappeler, hein, c'est quoi le 10, 15, 20 essentiel? Et je me dis, dans 5 ans, là, quand mes étudiants vont être sur le marché du travail, qu'est-ce que je veux qu'ils se rappellent dans 5 ans? Bien, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Le reste peut s'enlever. Hein, si je donne un exemple, j'ai eu à enseigner les lois du travail. Vous devinerez, les lois du travail, il y en a plein, il y a des détails. Mais dans le fond, est-ce que j'ai vraiment besoin que mes étudiants se rappellent de tous les détails des lois? Je me dis, ben, peut-être pas. Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que dans 2 ans ou dans 3 ans, quand la personne va travailler, elle dise, ah non, attends un peu, je sais qu'il y a une loi là-dessus, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je vais aller la vérifier, je vais aller la rechercher. Donc, à partir de maintenant, moi, je me dis, mon but, ce n'est pas qu'ils maîtrisent comment appliquer toute la loi,
c'est qu'il se rappelle qu'il y en a une et qu'il faut qu'il aille la consulter. Donc, la pression change, la perspective puis la façon d'enseigner va changer aussi en se disant ça. Qu'est-ce que je veux qu'il se rappelle dans 2 ans? Hein, c'est quoi le 10% qui est au cœur? Ça va nous aider à faire du ménage parce qu'on va avoir tendance, on est des passionnés de nos sujets, à vouloir en mettre plus. Ah oui, mais c'est donc intéressant, j'ai envie de mettre ça. Ah oui, non, mais ça serait le fun que j'en parle. Ah oui. Puis là, on ajoute, on ajoute. Ça fait que les cours sont plus difficiles, plus lourds. Puis là, on a l'impression qu'on apprécie moins l'expérience aussi. Donc, allez à l'essentiel des contenus. Et je vous propose aussi d'aller à l'essentiel des outils. Et là, je parle d'outils technologiques. On a une tendance parfois à vouloir tout utiliser, tout voir. Ah, il y a un nouveau gadget. Ah, un ami utilise telle chose. Et là, on se retrouve à avoir 1000 applications, logiciels, expériences qu'on essaie de faire vivre à nos étudiants. On essaie de toujours vouloir aller chercher la nouvelle, hein, la nouvelle tendance, la nouvelle application, le nouveau jeu interactif, le nouveau. Mais c'est du temps faire ça. C'est long de devenir à l'aise pour maîtriser chacun de ces outils-là. Est-ce vraiment nécessaire? Hein, donc, c'est une question que je pose. Si vous dites, hein, je passe du temps encore et encore à expérimenter. Puis c'est long pour les étudiants aussi, hein, euh, parce que les étudiants aussi vont avoir à apprivoiser ces outils-là avec vous. Donc, à chaque fois qu'on change, il y a une période d'adaptation. C'est du temps, c'est plus lent. OK? Notre but ici, hein, c'est de survivre à l'enseignement à distance. Donc, si on veut survivre, il faut accepter de ne pas aller chercher tous les outils parce qu'on va s'y perdre. Personnellement, j'utilise mes 5 ressources techno de base et je les utilise encore et encore. Et j'ai trouvé que pour moi, pour ce que j'enseigne, ce sont les plus efficaces. Bien sûr, il y a Microsoft Office qui est là de base parce que je l'utilisais en salle de classe normale aussi. Hein, mais donc, au niveau des technos, je tourne toujours autour de notre plateforme de cours, notre logiciel de l'école, le Teams, qui est l'outil qu'on utilise pour nos vidéoconférences. Et à part ça, suite Google, donc partage de PowerPoint, documents, il y en a qui pourraient préférer les OneDrive, ça revient un petit peu au même principe, là, le Drive. Padlet, pour moi, est un outil génial. C'est un mur comme des post-it. Tout le monde peut participer. J'adore Padlet. Et à l'occasion, Poll Everywhere, quand je veux faire des sondages. Tous mes cours, toutes mes activités en classe reviennent avec ces mêmes éléments-là. J'ai arrêté de me casser la tête. Les étudiants sont rendus à l'aise, ils le savent. J'ai pu à réexpliquer plein d'outils chaque fois et je ne perds pas de temps à essayer d'apprendre des nouveaux outils également. Donc, j'ai envie de vous encourager, si vous voulez survivre à l'enseignement à distance, d'aller réduire le nombre d'outils que vous allez utiliser. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est le fun, Canva, c'est le fun, Genially, ça fait des belles présentations. On va en reparler aussi, hein, de ça, le temps qu'on peut passer à faire des présentations. Donc, moi, mon argument, c'est qu'il faut que je l'utilise quand c'est pas juste pour faire cute. Hein, si c'est juste pour faire cute, hein, pour faire joli, est-ce que le temps investi en vaut l'efficacité? On va aller en reparler un petit peu plus tard, mais je dirais là, se réduire, ça va vraiment enlever le poids. Hey, je trouve ça fun dans le commentaire, hein, être capable de dire non quand il y a un nouvel outil, tellement. Puis des fois, on a de la pression de l'école dans laquelle on se trouve aussi pour en faire plus, puis en faire des nouveaux, puis en ajouter. Mais je pense qu'on a le droit de mettre notre limite et de dire, pédagogiquement, ce n'est pas nécessaire d'avoir un nouveau gadget. Les outils que j'utilise répondent parfaitement à mes besoins. Ben, c'est parfait dans ce temps-là. Troisième stratégie que je veux vous proposer, réussir. À comment réduire la préparation des cours, des classes. L'enseigner, c'est une chose, mais on dirait que c'est plus long quand on est en distance, préparer. En salle de classe, j'aurais fait un exercice, j'aurais dit, OK, tout le monde, on prend une feuille blanche, on commence l'exercice. Mais là, je suis à distance. Je ne peux pas juste leur dire, on prend une feuille blanche pour travailler en équipe. Il faut que je trouve un système pour que les gens puissent collaborer, tout ça. Donc, tout est plus lent quand on enseigne à distance. Alors, je vous ai regroupé ici quelques petits éléments qui
pour moi et dans les lectures que j'ai vues, on réduit un petit peu la pression au niveau de la charge. Premier élément, les fameux 3 R quand on parle du recyclage, ça fonctionne aussi quand on tente de préparer, d'organiser des activités en classe. Hein. Réduire, réduire la quantité d'activités. Donc, est-ce qu'on a besoin d'autant d'activités en termes de quantité? Réflexion intéressante. Réutiliser. Est-ce que je peux adapter des ressources que j'ai déjà? Et là, moi, ça me fait penser à maintenant toutes mes présentations, si je donne des consignes de travail pour un projet ou quoi que ce soit, bien, c'est toujours la même mise en page, la même organisation, la même structure. Je réutilise des choses que j'ai déjà au lieu de me casser la tête. On reprend ce qui est là, on l'ajuste un petit peu. Et même, réutiliser, puis là, je donne un exemple, je sors un petit peu du cadre pédagogique, mais ça peut nous aider à des fois avoir des idées qui pourraient s'appliquer davantage à vous. Steve Jobs, Apple, un personnage assez connu, s'habillait toujours de la même façon. Jeans, col roulé noir. La raison pour laquelle il a fait ça, et il faisait ça, c'est que ça lui a permis d'arrêter de penser comment s'habiller le matin. Il a éliminé des décisions. OK? Donc, lui, le fait de s'habiller toujours de la même façon, ben, je n'ai plus besoin de penser comment je m'habille. Il sauve du temps. On parlait, j'ai vu le commentaire charge mentale qui a passé dans la conversation. Ben, c'est un peu ça aussi. Mais ça peut s'appliquer en enseignement. Personnellement, j'ai des amis imaginaires, Bob et Bobby, qui sont avec moi dans toutes mes situations en salle de classe. OK, mais peu importe, dès que j'ai besoin d'un personnage, je n'y pense plus. Je sais que c'est Bob. OK, mes étudiants le savent, ils trouvent ça super drôle, ils embarquent avec moi. Puis ils comprennent que Bob s'adapte, il change complètement de personnalité selon le besoin de notre situation. Mais juste ça, j'ai arrêté de réfléchir à ce petit bout-là. Vous allez me dire, c'est anodin. Oui, mais c'est au moins une chose que j'arrête. OK, je l'appelle comment, mon personnage? Puis là, des fois, on essaie de faire attention, de trouver un nom qui va s'adapter, pas un nom de mes étudiants. Bob et Bobby sont mes meilleurs amis maintenant. Ils sont avec moi partout. Puis c'est rendu un running guy avec les étudiants. Donc, parfois, on peut réduire le nombre de décisions, automatiser nos décisions. Ça peut nous faire du bien. Et le troisième, recycler. Hein, ça existe des activités, des vidéos sur Internet, il y en a tellement. Pourquoi créer une nouvelle vidéo sur un sujet qui a probablement des super bonnes capsules sur YouTube ou sur LinkedIn Learning? Donc, parfois, quelque chose existe déjà, bien, ça peut nous aider à réduire notre préparation. Une autre chose que j'aime beaucoup, déléguer. On aime ça, déléguer. Inviter un spécialiste en salle de classe, les étudiants n'y voient que du feu. Ils sont c'est bien cool, c'est super, on a un invité, c'est le fun, il nous parle du sujet. Entre vous et moi, là, ben, ça veut dire que ce n'est pas nous qui enseignons ce petit bout-là, c'est l'invité. Donc, on vient de littéralement déléguer une petite partie de notre contenu à un expert. Ça nous aide. Puis les étudiants adorent ça, d'avoir quelqu'un d'autre. Ils vont probablement même l'écouter plus qu'ils nous auraient écouté pour le même sujet. Ça peut être une piste intéressante à considérer pour réduire notre préparation, d'aller cibler un petit contenu puis d'aller le guider. Puis souvent, les gens, les spécialistes, adorent venir partager, expérimenter. Ce n'est pas obligé d'être une conférence d'1 heure. Ça peut être un 20 minutes, ça peut être un 30 minutes sur un petit sujet qui fait une différence. Mais pour nous, comme profs, ça nous aide vraiment beaucoup dans notre préparation. J'aime aussi toujours réfléchir et remettre en question, est-ce que j'ai vraiment besoin de créer cette activité-là? Créer une nouvelle activité. Et c'est ce que j'appelle le score de nécessité. Est-ce un besoin ou un désir? Ça serait le fun de faire cette activité-là ou oui, c'est nécessaire de faire cette activité-là. Parfois, on est emporté par notre motivation et il y a beaucoup de désirs qui se transforment en temps et que l'on investit, on fabrique plein de choses, mais est-ce nécessaire? Était-ce un besoin? Ça peut être une piste intéressante à considérer. Et là, je ne veux pas être la personne qui est plate et qui vous dit de ne plus rien faire. C'est pas ça, c'est pas ça l'idée. Mais des fois, qu'on se sent surchargé, qu'on se sent débordé, ça peut nous aider à remettre en perspective puis à aller s'adapter un petit peu.
Et finalement, ce que je vais appeler la mise en page AMT, c'est comme les guichets automatiques, hein? On a une fâcheuse tendance, parfois, je dis on, je m'inclus tellement dans tout ça, à prendre beaucoup de temps pour faire de la mise en page, hein. Donc, on va aller faire à notre activité qui fonctionne très bien, mais là, c'est l'Halloween, on va aller créer un thème d'Halloween, puis là, on va passer 30 minutes sur Canva à aller trouver le plus beau petit fantôme pour fitter avec, hein, pour s'adapter à notre mise en page. Et là, on va aller trouver, ah oui, mais ça serait joli telle chose. Et là, on passe combien d'heures, hein, quand on commence sur Genially, à vouloir faire des effets dans nos présentations, puis inclure plein de choses. Et finalement, on vient de passer 2, 3, 4 heures à faire de la mise en page. Donc, je me pose 3 questions dans ce temps-là en lien avec AMT. Donc, hein, comment je dépense mon temps? La première, est-ce que la mise en page que je suis en train de faire est nécessaire à l'apprentissage? Hein, donc, est-ce que le fait de prendre le temps de créer cette mise en page-là va être utile pour l'apprentissage? Va être plus facile pour lire le document ou quoi que ce soit? Euh, je souris, je vois la conversation qui défile en même temps. Est-ce que c'est nécessaire à la motivation? Ça peut arriver que parfois, prendre le temps de travailler une certaine mise en page va aider la motivation des étudiants ou des élèves. OK, hein? Donc dans ce cas-là, ça peut aller, mais c'est une réflexion à avoir. Et est-ce que j'ai le temps libre pour le faire? Hein? Donc, apprentissage, motivation et temps. Il faut s'assurer de voir ces questions-là. Est-ce que ça va dans le bon sens? Si je réponds que ce n'est pas nécessaire à l'apprentissage, que ce n'est pas nécessaire à la motivation, puis que je n'ai pas le temps, ben, un document Word ou une présentation PowerPoint traditionnelle est peut-être tout à fait correct et on vient de sauver 30 minutes, 1 heure à jouer dans la mise en page. Donc, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde, mais pour ceux qui ont cette même tendance que moi à vouloir en faire joli, parfois, ça peut être une réflexion, un petit post-it à se garder pas très, très loin. Hein. Le en as-tu vraiment besoin? En plein ça. Oh my God, j'ai comme envie de lire tous vos commentaires pendant que je vous parle, mais je sais que ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais aller passer au prochain. Il me semble avoir des réflexions super intéressantes dans le chat. Hein, tu sais, le but ici n'est pas d'aller, comment je peux dire? Ah, le fait de réduire ce qu'on fait ou ce qu'on choisit de faire, c'est vraiment ça. C'est que le temps qu'on a, on va pouvoir le consacrer à ce qui compte le plus pour nous, puis peut-être raviver la flamme un petit peu, hein, pendant qu'on enseigne à distance, surtout si ce n'était pas un choix à l'origine, hein, si c'est temporaire, si on le fait parce qu'il y a des obligations à travers ça. Ce n'est pas du tout le même mindset que quelqu'un qui dit hey, moi, je me suis engagée pour devenir enseignante, professeur à distance. Ah, c'est un contexte qui est très différent. Quatrième stratégie que j'aime bien pour réussir à survivre à l'enseignement à distance. La prochaine, c'est certain, va peut-être s'adresser un peu plus à des étudiants plus âgés, en plus adultes. Quoiqu'au secondaire aussi, on pourrait probablement aller utiliser plusieurs des stratégies qui sont là. J'ai réussi à réduire de beaucoup le fameux temps de préparation de mes cours en impliquant les étudiants. Je l'ai mentionné en début de conférence, on enseigne, je vais faire une phrase, ça s'en vient, avec l'approche par compétences. Donc, on veut que les étudiants soient dans l'action avec nous. Alors, on fait des exercices, des ateliers en classe. Alors, j'utilise beaucoup la classe inversée où je prends pour acquis que les étudiants ont lu ce qu'il y avait à lire avant, ou ils ont fait l'exercice ou la préparation. Puis ça, je leur dis souvent, moi, je prends pour acquis que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Donc, je ne reviens pas, je ne refais pas de résumé en classe, je vais simplement répondre à vos questions. Parce que sinon, les étudiants ne lisent pas, ils attendent juste que tu fasses le résumé en classe. Finalement, plus personne ne fait ses préparations. Hein, donc, comme on utilise la classe inversée, au lieu de présenter des PowerPoint avec déjà l'information complète, hein, où là, c'est moi qui ai pris le temps d'aller remplir des informations, des documents avec les ressources, je leur fais faire leur propre note de cours. Là, vous allez voir, j'ai des petites images qui s'en viennent. Un des exemples que j'utilise, c'est les notes de cours collaboratives. Donc, Google Slide, l'équivalent de PowerPoint, mais avec Google, tout le monde peut travailler dans le même document. Moi, je vais avoir préparé un document vide. Donc, par exemple, ici,
on étudiait les différentes techniques de recrutement. Mais voyez, mon PowerPoint, là, il est vide. Il est tout vide. Ma préparation, là, je n'ai pas pris le temps de tout écrire, les avantages, les désavantages de chaque technique. Il est vide. Je le fais en salle de classe avec les étudiants. Donc, je leur donne un certain temps. Chaque personne a sa diapositive qui est assignée. Et là, c'est eux qui le complètent en fonction de leur lecture. Je trouve ça, c'est sûr que ça prend pendant la classe davantage de temps, hein, parce qu'on laisse le temps aux étudiants de faire l'activité, mais ça avance beaucoup plus et l'apprentissage est meilleur parce qu'ils ont été regardés, ils vont faire leur résumé, ils vont en rediscuter avec leurs collègues après, chacun présente sa section d'information. Donc, dès que c'est possible, hein, dès que ça s'applique et que les étudiants sont en mesure de lire quelque chose, ben, c'est eux qui vont développer leur propre note de cours, finalement, ensemble. On en discute après, j'ajuste évidemment, hein, s'il y a des erreurs, on s'adapte. C'est une bonne approche. J'aime bien utiliser aussi pour faire des notes de cours collaboratives les Google Forms. Okay? Donc, Google Forms où il y a des questionnaires, là, je sais que ça doit être un petit peu petit à l'écran actuellement, hein, mais finalement, au lieu de moi leur faire une présentation, à quoi ça sert ça? Voici la définition de. Est-ce qu'on peut faire? Mais au lieu de faire une présentation, je leur fournis un questionnaire. Hein? Puis là, les questions étaient à quoi ça sert de faire des tests, donner des exemples, expliquer telle chose. Alors, en équipe, ils le complètent. Et en classe, ce qu'on a fait ensuite, c'est que là, on voit les réponses de tout le monde. Hein, je vois les réponses de chaque équipe et là, on commente les réponses. Hein, donc, ma première question, à quoi ça sert de faire des tests? On voit les réponses partout et je vais aller leur identifier, voici la meilleure réponse. Hein, voici ce qui est le mieux, le plus efficace parmi les réponses. Je viens d'économiser du temps de préparation tout en engageant les étudiants davantage. J'ai vu dans le chat, effectivement, ça implique une certaine autonomie. Donc, on est un peu plus au niveau d'une clientèle adulte ici, hein, donc collégiale, université. Il y aura toujours des étudiants qui vont être engagés, il y en a qui le seront moins. On est à distance, on ne peut malheureusement pas toujours tous les rattraper. Mais je trouve que c'est intéressant pour les engager en salle de classe, justement, et en leur donnant le temps en classe. Hein. OK, tout le monde, on a 20 minutes pour faire telle activité ou 30 minutes. Ça fait qu'ils créent et qu'ils le font plus finalement que s'ils avaient lu, parce que hein, la majorité ne lisent pas toujours. Je suis tombée sur des statistiques qui disaient qu'environ 20 à 30 des étudiants postsecondaires feraient les lectures qui sont demandées. Donc, ça en laisse un beau 70 qui n'a pas ouvert un livre. On s'adapte. Donc, une autre stratégie qui peut être intéressante. Autrement aussi, des choses que j'aime bien utiliser en salle de classe, et là, je vais plus rapidement, mais pour les impliquer, pour créer une dynamique, faire de la rétroaction par les pairs. Au lieu que ce soit moi qui fasse un feedback à chaque étudiant sur un projet, je vais les mettre en équipe et ils ont le mandat de s'entraider, de collaborer, de donner des commentaires, de partager. Alors moi, ça vient de réduire hein, ma charge de travail. À force de dire que je réduis ma charge de travail, j'ai l'impression de dire que je suis en vacances. C'est vraiment pas ça. Okay? On continue à travailler, mais je réussis à rentrer tout ça dans un 40 heures semaine au lieu d'un 70. Hein, donc, rétroaction par les pairs peut être super intéressant. Des recherches d'exemples. Parfois, on se casse la tête à essayer de trouver des photos, des articles de journaux, des nouvelles qui vont s'appliquer à notre situation pour amener le plus d'exemples possible aux étudiants. J'aime bien leur donner cette responsabilité-là. Hein, pour le prochain cours, ayez trouvé telle chose, trouvez un article qui, trouvez une photo qui, en fonction du sujet. Et là, dans le fond, ben moi, toute la recherche que j'aurais fait pour trouver plein d'exemples, c'est eux qui me l'apportent. C'est facile en classe d'aller hein, aller prendre des exemples, aller en discuter avec eux. J'aime aussi la notion de leur faire créer des résumés. Peut-être qu'il peut s'appliquer aussi à une clientèle un peu plus jeune, hein, qui est capable de faire le meilleur résumé de tel sujet ou la plus belle image, photographie, carte mentale qui résume un sujet. On les fait travailler, on les met dans l'action, ça les implique. Je trouve que c'est d'autres façons intéressantes aussi de passer le contenu différemment.
automatiser et anticiper. Là, je vous laisse un ensemble de pistes. Euh, J'aime bien, puis là, j'ai ma collègue Renée qui était là quelque part. J'ai pensé à toi, Renée, quand j'ai ajouté cette liste-là. Comment on peut faire pour s'aider dans tout ce qui est plus administratif? Des suivis personnalisés par publi-postage. C'est-à-dire, publi-postage, c'est quand on fait un courriel automatisé et on va aller l'envoyer donc automatiquement par courriel. Moi, j'aime bien faire ça. Je n'irai pas dans le détail sur comment ça fonctionne aujourd'hui, mais si ça vous interpelle, vous ferez vos recherches. Hein, je vais avoir ma liste d'étudiants. Puis là, je pense à ça. Hein, des fois, on a 150, 200 étudiants là, quand on est dans des spécialités ou quand on est au postsecondaire. Euh, donc, je peux avoir ma liste d'étudiants avec leurs notes, puis il va y avoir un message personnalisé qui va aller apparaître à chacun si j'ai besoin de faire des suivis. Résultat d'examen, ben, je peux faire un message personnalisé qui dit bonjour Bob. On se rappelle de Bob tantôt, mon meilleur ami. Ah, bonjour Bob, écoute ton résultat d'examen. Hop, ça n'a peut-être pas été comme tu le souhaitais. N'hésite pas à m'écrire si. Mais juste le fait qu'il voit son prénom à lui, que ce n'est pas un message générique de groupe, ça l'interpelle davantage. Le publi-postage me permet de faire ça en claquant des doigts, ça devient super facile. C'est possible aussi dans nos courriels d'enregistrer des modèles ou des quick parts de courriels qui vont donc se répondre automatiquement. Hein, j'ai une fameuse question, la millième question de la session sur c'est quoi la date limite pour me retirer du cours, madame? OK, j'ai l'impression que tous mes étudiants se retirent d'un cours. Si je vous dis ça comme ça, c'était peut-être pas mon meilleur exemple. Mais bon, une question qui vous revient régulièrement, vous pouvez avoir la réponse préfaite enregistrée dans votre Outlook. On clique sur un bouton, le courriel vient d'apparaître, la réponse est là. C'est génial. Donc, ça peut être vraiment intéressante. Puis oui, effectivement, j'ai vu dans la commentaire, hein, ce que je partage ici, ça s'applique même quand on enseigne en salle de classe, pas juste à distance. Hop, là, je viens de peser sur un bouton, puis toutes les autres options sont apparues. J'aime beaucoup répondre aux questions individuelles en faisant un réponse à tous. Hein, si j'ai un étudiant qui me dit Madame, pour l'examen, telle chose, telle question. Ben, au lieu de répondre juste à l'étudiant, puis probablement d'avoir 4, 5, 6 autres questions par la suite, je vais aller répondre dans le forum de groupe. Un de vos collègues m'a demandé telle question, voici la réponse. Après, si j'ai d'autres questions, je vais dire va voir dans le forum. Va voir dans le forum. Et là, je viens de me sauver du temps au lieu de traiter un à un tous ceux qui vont venir me poser la même question. J'aime beaucoup si votre plateforme de cours permet de faire des récompenses, des félicitations automatisées. C'est tellement le fun de dire la personne a déposé son projet, automatiquement elle reçoit un message de félicitations. Ou encore, la personne a obtenu tel pourcentage de notes dans l'exercice sur la plateforme. Ah, elle reçoit une publication, les badges, effectivement, les badges numériques, c'est tellement le fun. Si votre plateforme, là, ça vaut la peine de le programmer à l'avance. Là, ça se fait tout seul pendant la session et ben, ça nous aide. Nos étudiants sont super heureux. Ils sont ah, wow, je reçu des félicitations et tout ça. Puis en réalité, ben, tout est déjà programmé parce qu'en début de session, on a dit si la personne a en haut de 70 dans l'exercice X, envoie-lui tel badge ou tel message. Excellent. Et même principe pour les confirmations automatiques de soumission. Hein, je ne sais pas si vous avez des étudiants qui déposent des projets dans une plateforme, puis là, toujours qu'ils vous écrivent Madame, est-ce que vous avez reçu mon projet? Donc, en faisant les réponses automatiques, ben, je m'évite tous ces retours-là. Brightspace, c'est la plateforme de D2L, si je ne me trompe pas. Nous, c'est ce qu'on utilise et c'est faisable. Il y a des systèmes de récompense et de badges. On peut même designer nos propres badges. Mais là, je vous dirais, est-ce que ça vaut vraiment le temps de prendre le temps de se créer nos propres images? Là, c'est la balance qu'on se disait tantôt. Hein? Est-ce que ça en vaut la dépense? Mais oui, c'est super le fun. Voilà. Et 38. Hey, je suis dans mes temps en plus. Je vais étonnamment respecter l'agenda qu'on s'était mentionné en début de cours. En début de session, de conférence, excusez, des formations. Hein, c'est l'habitude. Mais je dirais que c'est l'habitude, mais là, étonnamment, il y a plein de visages et de caméras ouvertes devant moi, donc ça ne ressemble pas à ce que j'enseigne. D'habitude, je parle au petit point de lumière rouge de ma caméra et j'espère qu'ils ne sont pas en train d'écouter Netflix en même temps.
J'en suis un peu là dans mes cours après 2 ans d'enseignement à distance avec des jeunes adultes qui sont souvent dans leur lit, hein, pendant les cours. On s'adapte comme on peut. Je vois des réactions. Je sais que je ne suis pas la seule qui vit ça, donc ça me fait du bien de pouvoir en parler avec vous à un public qui me comprend. Sixième stratégie, je suis rendue bonne comme ça. Sixième stratégie, on va mettre tous les doigts. Là, on est rendu en salle de classe. Attendez un petit peu, mon PowerPoint ne veut plus bouger. Bon, les fameuses interactions. J'ai réalisé qu'une des parties importantes pour moi du fait que l'enseignement à distance, je trouvais ça plus difficile, c'est que j'enseigne pour le contact. C'est important pour moi d'avoir cette connexion-là avec, avec les étudiants, puis ça manque à distance, hein, on ne l'a pas. Et j'ai trouvé ça très, très difficile au début de parler au point de lumière de ma caméra, d'avoir quoi, 3 ou 4 réponses dans le chat. Si on est chanceux, une main qui se lève pour répondre. C'était très pesant. Alors, il a fallu que je lâche prise. Il y a eu beaucoup de lettres dans ce mot-là, que je lâche prise. Hein, on parlait de notre première étape au niveau de notre propre réflexion, introspection. Mais j'ai aussi fait un constat et que j'ai appelé le risque social. Ça n'existe pas ailleurs, c'est sorti de ma tête, OK? Mais c'est la meilleure chose qui me permet d'expliquer, euh, puis que ça m'a vraiment aidé à lâcher prise de mon côté. Donc, le risque social, les étudiants, en tout cas, mon public, hein, mon public de jeunes 18-25 ans qui ne se connaissent pas parce que là, ça fait 2 ans qu'ils sont à distance, donc ils n'ont jamais été ensemble. Hein. Ce sont des jeunes, l'approbation sociale est difficile. En fait, c'est un enjeu pour eux, hein, comment je parais aux yeux des autres. Et ça m'a vraiment permis beaucoup de revoir mes attentes, de penser à ça. Parce que les étudiants ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Et pour plusieurs d'entre eux, ce n'est pas tout le monde qui est extraverti et qui va être à l'aise d'aller ouvrir sa caméra, jaser, s'exprimer. Donc, on a beaucoup d'introvertis qui se retrouvent seuls chez eux avec des collègues de travail qu'ils n'ont jamais vus, qui ne savent pas vraiment comment ils vont se sentir, se faire juger. Ouvrir sa caméra, c'est hyper haut dans l'échelle du risque social de nos apprenants, hein, parce que là, on se commet énormément. Donc, je comprends qu'ils ne sont pas tous à l'aise de faire ça. Hein. Et là, j'ai réalisé que plus j'adaptais mes interactions, puis là, vous allez voir, je garde le suspense pour la fin, hein, sur qu'est-ce qui est moins à risque, mais plus j'essaie de créer des interactions qui sont moins à risque pour eux, hein, au niveau social, plus j'ai de réponses de leur part. Puis plus j'essayais de pousser ce qui était plus à haut risque, hein, pour eux, moins ça fonctionnait. Donc, insister encore et encore pour avoir des caméras ouvertes, j'ai lâché prise parce que je comprends que pour plusieurs de mes étudiants, c'est gênant, ils ne sont pas à l'aise, ils ne se sentent pas bien dans ça parce qu'ils ne se connaissent pas, puis là, ils ont l'impression à comment les autres vont nous voir. Donc, c'est la même chose pour demander la parole. En salle de classe, j'ai mes 30 étudiants devant moi. Je dis, hey, vous en pensez quoi de ça? Je vais avoir 5-6 voix qui vont probablement parler un peu en même temps. C'est pas gênant. Tu n'as pas le spotlight sur toi, hein, d'un coup qui est allumé. À distance, faire ce même petit commentaire-là, hey, vous en pensez quoi de? C'est pas juste je parle, c'est attends un peu. Je pense à mon commentaire, je pèse sur le bouton pour demander la parole. Alors, je lève ma main, j'attends mon tour, elle me nomme, j'ouvre mon micro, je m'exprime alors que les 30 autres personnes m'écoutent. Hey, ça a-tu intérêt à être super bon, ce que je vais dire? Parce que sinon, c'est bien trop gênant. Donc, les étudiants qui, avant, en salle de classe physique, auraient répondu à haute voix, ils ne le feront plus à distance. Puis je les comprends. C'est gênant de faire ça, de dire est-ce que mon commentaire est assez bon et sécuritaire pour que les 30 personnes m'écoutent m'exprimer puis que j'ai attendu mon tour pour le dire? Ah, ça m'a aidé. Hein, à partir du moment où je me suis mis dans cette tête-là au niveau du risque social, ça a vraiment fait une différence à mes yeux sur mes attentes en classe. Hein? Contrairement à écrire une réponse dans le chat, c'est un peu moins de pression.
Hein? Donc, OK, tout le monde, pourquoi le ciel est bleu? Est-ce que vous avez la réponse? Tant, écrivez-le dans le chat. Je m'excuse, en général, quand je cherche des exemples, c'est un peu n'importe quoi qui me vient en tête. Mais bref, hein, pourquoi le ciel est bleu? Je vais aller répondre dans le chat. OK, déjà, c'est un petit peu moins risqué. Euh, donc, on s'adapte. On est déjà à une coche où on va avoir un peu plus de réponses. Même titre où parfois, ça va m'arriver, quand c'est faisable, de leur laisser prendre la parole spontanément. Hein, donc oui, là, des fois, il y a quelques voix qui s'entrecoupent, mais c'est un peu moins risqué de juste dire plutôt que d'attendre son tour, lever la main, etc. Alors, ça peut être une stratégie qui va être intéressante. Mais moi, mes espoirs ont vraiment été... sont disparus au fil du temps. J'aime beaucoup travailler dans la zone de risque faible au niveau social, puis ça me permet d'avoir le plus d'interactions. Des fameuses réponses par oui ou non dans le chat. Hein, ça, c'est une question plus simple. Tout le monde, vous pensez que c'est A ou B la réponse? Dites-moi dans le chat. Là, je peux aller chercher beaucoup plus de gens dans ma classe. Les faire voter sur une réponse, hein, c'est un petit peu le même principe. Beaucoup plus d'interactions, c'est moins compromettant pour eux. Évaluer sur 10. Hein, des fois, on fait des critiques de documents, puis au lieu de leur dire qu'est-ce qui ne marche pas avec cette chose-là, je vais leur dire sur 10, quelle note vous donnez à ce document-là? On fait des affichages de postes en dotation, par exemple, en recrutement. Puis là, ils vont me dire, là, j'en ai beaucoup qui vont commenter à 7 sur 10, 8 sur 10, à 2 sur 10. Après, je vais aller leur remettre, OK, pourquoi vous dites ça? Il va peut-être en avoir quelques-uns qui vont avoir osé parce que là, ils vont avoir vu dans la conversation qui sont 10 personnes à avoir mis comme 2 ou 3 sur 10. Dire, OK, je ne suis pas la seule à ne pas l'avoir trouvé bon. Là. Donc là, j'ose un peu plus m'exprimer. Et j'adore utiliser les emojis, les GIFs pour voir s'ils sont présents aussi en classe. Hein, des fois, en début de cours, OK, tout le monde, allez me chercher l'emoji qui représente le mieux votre état d'esprit ou votre visage en ce moment. Là, ça participe super gros, c'est simple, c'est pas engageant, c'est pas menaçant. Hein, donc, tout le monde dans la conversation me confirme sa présence en mettant son petit emoji. Ça permet de briser la glace en début de cours aussi. Si je vois c'est des emojis un peu plus fatigués, ternes ou des tasses de café, je reçois souvent des images de tasses de café dans mes cours. Au retour de la pause, hein, je vais donc souvent les engager avec des mèmes, des gifs, des emojis. Puis là, ça participe activement parce que ce n'est pas un gros risque social d'aller glisser un emoji ou un GIF dans la conversation. Hein, au retour de la pause, OK, tout le monde, confirmez-moi que vous êtes bien de retour, que vous me voyez, que vous m'entendez. Allez me trouver le GIF qui va nous faire rire là, avant qu'on se lance et qu'on recommence. Puis là, ça défile, tout le monde se trouve drôle. Puis après ça, on recommence, puis on a en même temps rebrassé l'énergie un petit peu. Bref, il peut y avoir plein d'autres stratégies, c'est certain, mais je trouve que de garder en tête ce risque social-là pour les étudiants qu'on parle d'interaction, personnellement, ça m'a vraiment aidé à lâcher prise énormément sur sur la participation en classe. Puis j'essaie d'aller dans les zones où ils vont être plus confortables. Et ma dernière stratégie, évaluer à distance. Ce qui est probablement la raison pour laquelle j'ai fait un arrêt de travail, parce que j'ai voulu réussir à faire un examen où il n'y aurait pas de plagiat, pas de problème. Et donc, finalement, j'avais 10 mises en situation avec 10 variantes de chaque mise en situation dans un examen en question aléatoire. Ça m'a pris 60 heures, je pense, de faire cet examen-là. C'est difficile, hein, à évaluer à distance. Voyons, j'ai de la misère avec mes souris. La supervision est plus complexe. Hein? Comment je fais pour m'assurer de la supervision, le plagiat, puis la gestion des accommodements. Les étudiants qui ont des plans d'intervention, des plans de réussite, ça ne s'appelle pas pareil partout, hein, qui ont droit à du temps supplémentaire, qui ont droit à prendre des pauses pendant l'examen, qui ont le droit d'avoir des outils différents pour l'examen. Ça devient hyper complexe à distance, puis on s'en arrache le cerveau. Mes alternatives, j'ai arrêté de faire des examens. Non, c'est pas vrai, il y a des évaluations quand même, mais je vais beaucoup favoriser les projets au lieu des examens évalués. C'est plus concret en plus, c'est pas du par cœur, c'est vraiment de l'application. Des analyses de cas, journal de bord, même réflexion personnelle. Par exemple, on a étudié sur les techniques,
les théories du leadership, ben, au lieu de leur poser des questions sur c'est quoi les théories du leadership, je vais leur dire, fais-moi une réflexion personnelle. Comment est-ce que ce que tu as lu sur les théories du leadership, comment pourrais-tu, toi, t'améliorer comme leader? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour devenir un meilleur leader? Ils n'ont pas le choix d'utiliser la théorie qu'ils ont vue pour répondre à leur réflexion personnelle. Mais ça, je peux facilement assigner ça sur une semaine, sur 2 semaines. C'est très dur de plagier la réflexion du voisin. Hein? Donc, il y a plein d'alternatives qui sont intéressantes. Alors, aller vers les projets, je trouve que ça peut être une belle piste. Moi, en tout cas, personnellement, ça a énormément réduit ma pression de faire ça parce qu'on a vu que les taux de fraude ont augmenté incroyablement depuis le passage à distance. J'aime aussi faire des résumés, hein, des infographies de sujets. C'est le principe, si vous avez déjà vu, hein, explique-moi comme si j'avais 5 ans. Ah, donc, reprends le contenu, puis explique-moi comme si je ne savais rien sur le sujet. Donc, il faut que tu réussisses à m'expliquer, à m'illustrer, etc. On peut le faire de façon illustrée. Il y a plein de façons de transformer l'examen en d'autres choses qui vont être plus simples à gérer à distance. Les évaluations par équipe aussi, ça peut réduire le plagiat. Et là, mon petit truc personnel pour les fameuses équipes, hein, c'est toujours le casse-tête parce que là, moi, c'est moi comme professeur, je me sens tellement mal quand j'ai un étudiant qui vient me voir et qui me dit ben, j'ai personne pour être en équipe. Puis là, moi, comme prof, je vais avoir une équipe. Est-ce que ça te dérange si Bob est dans ton équipe, s'il te plaît? Ah, c'est tellement malaisant pour moi, c'est malaisant pour Bob, c'est malaisant pour l'équipe qui n'a pas vraiment envie d'être avec Bob, tu sais, toutes ces réponses. Donc là, on leur laisse former leur équipe, mais là, ça ne marche pas. Puis si on leur impose des équipes, bien là, tout le monde n'est pas content, ça hurle, puis ils sont pas contents. Est-ce que je peux changer d'équipe, madame? Je n'aime pas travailler avec lui. Moi, ce que j'aime bien, je leur dis, vous avez jusqu'à telle date pour me dire avec qui vous aimeriez être en équipe. À partir de cette date-là, je termine les équipes et je les complète. Donc, si c'est des équipes de 4 puis vous me donnez 4 personnes, parfait. Si tu ne m'as rien dit ou si tu m'as juste dit 2 personnes, je me réserve le droit de rajouter d'autres personnes. Comme ça, ben, je les laisse choisir, mais en même temps, je leur dis, si vous n'êtes pas une équipe de 4 ou si vous ne me répondez juste pas, je prends pour acquis que ça ne vous dérange pas avec qui vous travaillez, puis je vais compléter les équipes. Comme ça, je n'impose personne en disant, est-ce que c'est correct si vous travaillez avec Bob? Puis en même temps, j'évite toutes les chicanes de, ben moi, j'aurais voulu travailler avec mon ami. Ça m'a vraiment sauvé beaucoup de casse-tête dans ma vie et de stress, ce petit bout-là. Hein, quand j'étais en salle de classe, là, je les mettais au tableau, puis là, je faisais équipe 1, 2, 3, 4. Toutes les cases sont là. Mettez votre nom dans une case. Fait après ça, c'est le même principe. Hein, ceux qui veulent être ensemble mettent leur nom dans la même équipe, mais s'il reste un trou vide, puis Bob ben, choisit d'aller se mettre là, et Bob est dans cette équipe-là aussi. Ça donne une alternative plus simple. Et j'aime aussi, hein, des fois on dit c'est beau, mais les projets, ça marche moins bien. J'aime bien les examens sur 24 heures. Donc, j'attribue des sujets ou des cas différents souvent, mais ils ont 24 heures pour compléter l'examen. Ça fait que tous les accommodements, hein, dans le fond, c'est un examen de 2 heures ou 3 heures, mais je te donne 24 heures pour compléter l'évaluation. Encore là, moi, j'ai plus de surveillance à faire. Je viens de régler tous les enjeux d'accommodement et tout ça. Puis souvent, en donnant des sujets différents ou des thèmes différents, le plagiat est plus difficile. Bref, je vous encourage à réfléchir. Les évaluations, ça dépend tellement des domaines qu'on enseigne, c'est certain. Mais il y a façon de proposer des choses différemment pour s'éviter les évaluations, les examens traditionnels avec supervision qui causent tant de maux de tête à distance. Alors voilà, j'ai l'impression que j'ai tenté de vous lancer une tonne et une tonne de pistes, de suggestions, de propositions. Comme je vous le mentionnais en début de rencontre, j'espère qu'à travers tout ça, hein, il y aura eu peut-être 1 ou 2 pistes que vous allez avoir trouvées pertinentes et utiles pour votre enseignement à vous et qui va vous aider à avancer avec l'enseignement à distance avec un petit peu plus de légèreté. Alors, ben, merci beaucoup pour votre écoute. Je pense que je vais aller relire toutes les conversations, la conversation qui a eu lieu. Ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup, Véronique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que ça fait du bien
d'entendre ça cet après-midi. C'est réconfortant. C'est comme manger une soupe à l'oignon ou une lasagne quand il fait froid. Je me sens comme ça. Je me sens zen. Je me sens bien de t'avoir écouté, Véronique. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Puis tout ce qui s'est dit dans le clavardage, là, tu pourras aller relire, là, justement. Là, c'est de toute beauté, vraiment. Vraiment, c'est super positif. Merci pour ton authenticité, vraiment. Mais ça fait plaisir. Ça, Je pense que ça parle beaucoup. c'est en parlant en même temps que ça devient moins tabou. Puis quand on ose le dire, ben, ça nous fait remettre en perspective notre charge de travail pour tout le monde en même temps. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide aux besoins aussi. Oui, tellement. Si vous avez des commentaires, questions que vous aimeriez partager avec Véronique, vous pouvez lever votre main, puis on va prendre quelques interventions. On a quelques minutes pour ça. Ça nous fera plaisir. Je suis en train d'aller zioter le chat à l'envers pendant Ouais. ce temps-là. On a le temps, M. Loisel, allez-y. En fait, Véronique, super belle présentation. Écoute, dans mon cas, le dernier cours en ligne que j'ai donné, c'est en 2020, ce qui est tout à fait comique. Le premier est en 2006. Puis ta présentation m'a rappelé tellement de pensées que j'ai fait pendant toutes ces années en formation en ligne. J'avais juste des petites notes par expérience. Tu sais, sur le contenu, là, le 10 à 20 des fois, quand le prof a le temps, même s'il déborde, moi, des fois, ça m'est arrivé que j'avais écrit du contenu pour 3 cours. Puis par après, c'est là que j'ai eu mes vacances, tu me suis. Ça fait que des fois, c'est pas mauvais. La question des spécialistes invités était dans le mille. C'est sûr que les étudiants, selon la crédibilité de l'invité, vont évidemment avoir une motivation assez grande. Par contre, il y a des institutions, des fois, que tu vas aller chercher des grands invités, puis là, on dit, ben, tu sais, l'invité, il dit combien, c'est quoi le budget? Puis là, tu es obligé de leur dire 0 pizza. Ah, Ça oui, fait oui. que ça, c'est tough. Tu en as, par contre, que tu peux avoir qui, dans le fin fond, sont des passionnés puis veulent absolument parler à des étudiants. Ça fait du bien, mais je pense que les institutions devraient peut-être prévoir Ouais. des budgets pour les invités. Effectivement. Ben, nous, on aime beaucoup être proche du milieu de travail. Puis comme on enseigne des emplois spécialisés, hein, tu deviens technicien en ressources humaines ou on a des corps policiers, etc. Et tout ça. C'est des gens du milieu, c'est un conseiller en ressources humaines qui va probablement engager de nos étudiants après, qui vient, lui, il est content parce que dans le fond, ça lui fait une vitrine au même titre que le policier qui vient parler aux étudiants ou que on a des programmes en restauration. Ben, des fois, c'est vraiment des gens du milieu. Donc, ce n'est pas des grands noms. Alors, avec une bouteille de vin et le stationnement payé, souvent, on s'en tire très bien. Mais tu as tout à fait raison que parfois, on a besoin du support de notre école pour pouvoir aller mettre en place certaines choses. Tout à fait. Et le dernier petit point en passant, l'évaluation à distance. Là, oui, c'est sûr que je te comprends quand tu as passé tes 60 heures à essayer d'éviter le plagiat dans un examen en ligne. Par contre, l'examen en ligne, même si on revire ça en projet, on revire ça dans plusieurs autres formes, en présentation, en quoi que ce soit, ce qu'on crée pour les examens en formation, ben en fait, en évaluation formative, peut demeurer super intéressant. Mais pour les préparer pour le projet final, c'est là que je dirais, lâchons pas nos banques de questions pour ceux qui en ont. T'sais. Non, c'est ça, mais c'est ça, ça dépend tout le temps des contenus et de ce qu'on fait. Ce que je réalise avec le temps, c'est que il y a beaucoup des examens théoriques, hein, un peu plus qu'on faisait, qui peuvent être transposés en projet ou en examen sur 24 heures ou en réflexion ou en questions un petit peu plus longues à développement. Puis on n'est pas obligé de faire ça en 3 heures supervisé pendant la séance de cours. Donc, mais c'est vrai que ça va dépendre vraiment des contenus puis du contenu à enseigner. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement. Ben, c'est sûr qu'en formatif, en fait, rapidement, au moins, on s'assure qu'il y a une rétroaction puis qu'il est dans la bonne voie avant de faire son projet. C'est qu'on lui donne un coup de pouce. C'est une manière d'échafauder. Tout à fait, mais tu vois,
souvent, ce que je fais, mes formatifs sont aussi des projets. Si, exemple, ils doivent faire un affichage de poste en dotation, puis c'est le sujet final où il faut qu'ils fassent une justification de pourquoi ils ont fait les choses comme ça, bien, notre formatif va aussi être de faire un affichage de poste. C'est juste que là, ils vont avoir un sujet différent à traiter à l'évaluation, puis ils vont devoir m'expliquer comment ils s'y sont pris pour le faire. Souvent, il y a moyen d'adapter. Mais c'est juste de se réduire. Dans le fond, ce qu'on veut retenir, c'est de s'enlever la pression, de réussir à faire pour que tout fasse dans un examen supervisé. J'ai des collègues en comptabilité où les étudiants sont sur Teams avec micro, caméra ouvert, partage d'écran ouvert, séance enregistrée pour que ça puisse être revu après. Donc, moi, j'ai plus envie de vivre ça. Fait que c'est un petit peu pour ça que j'essaie de réfléchir différemment. Mais ça dépend des situations, effectivement. Merci beaucoup pour cet échange, M. Loisel et Véronique. Encore, merci beaucoup pour ta conférence. Dans le clavardage, encore, les gens là, nous parlent de leur conférence coup de cœur qu'ils viennent de vivre avec toi cet après-midi. Je pourrais t'envoyer le contenu au complet du clavardage là, si tu veux prendre le temps de le lire à tête reposée. Hey, ça serait le fun. On veut ça. Oui, il n'y a pas de problème. Moi puis Bob, on va lire ça avec... Ben oui, Bob. Puis l'autre, c'était qui? C'était Bobby, c'est Bobby. Hein, c'est ça? Je Bobby, t'ai pas ton dit deuxième. la troisième, parce qu'à un moment donné, j'étais mal pris, puis il me fallait un troisième personnage. Puis c'est un étudiant qui m'a proposé Bobetta. Alors, Bobetta, OK. Bobetta, oui, c'est Bobetta. Okay. Ça vient des étudiants. Fait que c'est Bob, Bobby, puis quand je suis mal pris, je me rends jusqu'à Bobetta. Ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Merci beaucoup à tous les participants. J'ai perdu toute ma crédibilité là-dessus. Non, ben non.